bonjour Léo Caro. Donc comment êtes-vous venu à l'écriture? On pourrait dire qu'il s'agit d'une démarche personnelle, mais effectivement, elle a été prise dans les arcanes de la vie de la France. C'est-à-dire que lorsque l'on a attaqué le Bataclan, on a attaqué Charlie Hebdo, je me suis senti directement concerné et ma colère était profonde. Alors pourquoi profonde? Eh bien parce que pour ce qui est de Charlie Hebdo, les gens qui ont fait de la sécurité n'ont pas pu faire de la sécurité relationnelle ni de bonne qualité. Nous n'avions qu'un officier de sécurité. La logique veut que sur une cible comme ça, on ait 3 officiers de sécurité pour protéger 11 personnes. Donc il est impossible de dire que l'État a pris ses responsabilités pour protéger Charlie Hebdo. L'État a abandonné Charlie Hebdo. Et quand on est payé pour savoir parler de ces choses-là, eh bien, on ne peut que réagir de façon négative. Et la deuxième négation est venue tout simplement du Bataclan. Le Bataclan était connu depuis 3 ans des services antiterroristes. Dans une audition qui est aux mains du magistrat antiterroriste, on citait bien le Bataclan comme prochaine cible. Donc on peut s'interroger pourquoi le Bataclan était-il ouvert, pourquoi était-il abandonné sans protection. C'est des choses qui méritent d'être expliquées, mais on ne le fera jamais, parce que c'est tellement facile de nous dire responsable mais pas coupable. Et si on est coupable? Parce que les citoyens français ont le droit à la protection de la nation. Voilà, c'est ça ma motivation. Mais en fait, ça devait être aussi une démarche personnelle qui se situe par rapport à moi dans le fait que j'écrivais déjà, quand j'étais jeune, des sortes de poésie pour peut-être déjà parler de mon bien-être, de mon mal-être. Et puis ensuite, le temps du professionnalisme est venu, et dans le temps du professionnalisme, je n'avais pas le temps de consacrer à publier ou à ne pas publier, c'était simplement se faire du bien que de faire des poésies. Et c'était suffisant. Mais voilà, les faits nous ont rattrapés. Et maintenant qu'ils nous ont rattrapés, le premier roman, qui était donc signé par Léo Caro, dont on sait que c'est un pseudo, eh bien, ce premier roman montrait bien comment le terrorisme agit et comment les services de sécurité français vont interagir avec les terroristes pour les neutraliser. Donc on est dans un phénomène qui se fait de plus en plus présent dans ma vie, puisque après avoir publié L'Archange contre Daesh, je me suis mis à publier donc Double Jeu avec une vision des pays qui assurent la lutte contre le terrorisme, mais qui en réalité, pour certains, se trahissent et trahissent donc l'image même de ce qu'ils sont. Et puis, on a continué avec Léo Caro qui nous raconte le négociateur. Eh bien, le négociateur, c'est un agent des services spéciaux qui va se rendre au Mali et qui va rencontrer la reine des Touaregs. Et bien évidemment, tous les porteurs de messages sur sur le Mali et sur la raison de la présence française au Mali vont dire que ce n'est pas vrai. Mais je leur demande, moi, au lieu de dire c'est pas vrai, amenez la preuve que ce que vous racontez à la télévision aux journalistes et ce que les journalistes se font porteurs est la réalité. Non, ce n'est pas la réalité. Les Touaregs ne sont pas l'ennemi de la France. Ils ont, au travers de leur fidélité à la France jusqu'en 1953, montré qu'on pouvait avoir confiance dans les Touaregs et qu'ils n'étaient surtout pas des agents de Daesh, puisque ce sont des Berbères et que les Berbères n'entendent pas être considérés comme des agents d'un islam dévoyé sunnite, ni d'ailleurs d'un islam dévoyé chiite. Leur but à eux, c'est simplement de vivre dans le Sahel sans limite. Or, le fait d'avoir écrit le livre
j'ai voulu faire tomber l'idée reçue que la France a laissé aux pays concernés une chance de vivre heureux. Non, la France a tout simplement réécrit l'histoire. Et en réécrivant l'histoire, eh bien, elle a fait des malheureux, les Touaregs. Alors pourquoi? Eh bien parce que de toute façon, il y a une reine chez les Touaregs. Trouvez-vous qu'il y a une reine chez Daesh? Et non. Et la reine chez les Touaregs, eh bien, elle a le tambour de guerre, la ménocale parle et le guerrier écoute. Et donc, là-dessus, on fait aussi une étude ethnographique et archéologique et on se rend compte que les gens à qui on va aller faire la guerre sont des musulmans par la force, c'est-à-dire qu'ils ont été convertis au cours de tous les combats qu'ils ont fait pour rester en vie et se retrouver dans le Sahel, qui était le seul endroit où ils pouvaient survivre. Donc on a en fait un artiste qui vous écrit des livres en cherchant la vérité. Et la vérité, elle n'est pas dans le discours ni dans le professionnalisme des gens qui sont dans les ministères. La vérité, elle est près des hommes. Quand on écrit une vérité qui vient des hommes, les choses sont différentes. Comment moi j'ai pu obtenir un Touareg et un guerrier Goran comme conseiller technique? Ben, je l'ai fait simplement avec le cœur. Et avec le cœur, on peut faire beaucoup de choses chez les hommes d'honneur. Et le livre rend compte aussi que les femmes sont surprenantes. C'est-à-dire les hommes sont courageux, mais les femmes sont surprenantes. Eh bien peut-être que c'est plus important encore que le courage. Ça veut dire qu'une femme est capable d'analyser pourquoi on va faire la guerre. Est-ce que c'est utile de faire la guerre? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? L'humanité est là. Et l'humanité, elle doit être portée par les livres, tout en réclamant avec l'humanité la vérité. Que vous dire d'autre? Je ne sais pas. Je peux peut-être répondre à votre question. Est-ce que dans votre famille, on était des grands lecteurs? Oui, oui, le livre était considéré comme acquérir une part de la richesse. Et la richesse est bien là. Ce sont dans les livres que l'on peut revenir en arrière et en discuter avec ses anciens. Je vous donne un exemple. À Tombouctou, on a essayé de détruire les livres des gens qui vivent là-bas. Et pourquoi on a essayé de détruire les livres? Eh bien parce que, justement, ces livres racontaient l'histoire des Touaregs. Et comment faire pour que cette histoire ne soit pas connue? Eh bien, certains ont eu intérêt à essayer de détruire les livres parce que c'était leur logique. Et leur logique, c'est changer la mémoire des hommes. Et changer la mémoire des hommes, c'est particulièrement grave parce que ça cache un mensonge. On le voit bien dans ce département. Nous avons la situation d'être un département du 6 juin 1944. Et la vie pendant 2 mois des résidents du département a été bouleversée. Et quand on fait des livres sur le 6 juin 1944, il n'y a pas mieux qu'avoir interrogé en son temps les gens qui ont dû survivre pendant 2 mois et qui ont dû ensuite peut-être rejoindre les troupes américaines ou les troupes françaises pour essayer d'amener l'Allemand vers la frontière. Exactement. Quoi demander de plus? Du coup, est-ce qu'on peut parler de votre vie professionnelle? Oui, parce que je n'en ai pas parlé, mais je suis un ancien des services spéciaux. Et donc ma vie professionnelle, elle s'est impliquée tout de suite à défendre le citoyen français. Et ensuite, il y a une modification de statut, mais j'ai continué à faire la réserve de ce service pour mieux servir encore les Français. Et maintenant que j'ai quitté l'ombre pour venir dans la lumière expliquer ce que nous pouvons faire, eh bien, je ne peux plus être un homme de l'ombre et du dessous des cartes. Je ne peux être que le témoignage du dessous des cartes. Et le témoignage du dessous des cartes n'accepte pas qu'on tente de bloquer la sortie d'un livre ou de 2 ou de 3, parce que c'est un droit de citoyen de pouvoir écrire comme parler. Tant qu'il n'y a pas l'atteinte au secret de la défense nationale, je continuerai à écrire. Bah, très bien, très bien, très bien.
pour votre engagement. Vous êtes aussi éditeur. Alors, je suis aussi éditeur parce qu'il est arrivé un moment où je m'interrogeais sur mon cheminement et que j'en parlais avec des gens que je connaissais et qui pouvaient répondre aussi à la problématique. Faut-il parler lorsqu'on a travaillé dans les services spéciaux ou ne faut-il pas parler? J'avais réussi à publier 3 livres et donc à être publié par moi-même, bien que j'avais un éditeur à l'époque. Et puis quand j'ai proposé à ces gens-là de les publier, ces gens-là ont enfin trouvé quelqu'un qui voulait les écouter et ils ne se retrouvaient pas ailleurs que dans une niche. Alors ça s'est fait naturellement, une espèce de confrérie où les gens racontent ce qu'ils ont vécu et ils le racontent selon ma technique, c'est-à-dire sous forme de roman. Et le roman est un moment où l'on doit être suffisamment habile pour manipuler les termes et les mots pour en faire la délivrance d'une histoire. Et la délivrance d'une histoire, eh bien, c'est entre l'imaginaire et la réalité que l'on va naviguer. D'accord. Je vais regarder les livres du coup. Ok. Voilà. Tac. Et donc c'est des auteurs qui ne sont pas que français du coup, quoi. Alors, nous avons des auteurs qui sont des services de renseignement français ou des policiers qui sont donc affectés dans les commissariats. Et nous avons un écrivain russe, Sergueï Girnov, qui fait un tabac actuellement parce qu'il fait des télévisions, il est devenu consultant sur les questions qui englobent Vladimir Poutine et la Grande Russie. Et donc, pour ce réfugié politique, c'est une chance pour exister, puisqu'il n'est pas autorisé à faire de travail, mais la culture n'est pas un travail. La culture, c'est l'homme. Bon, bah merci beaucoup pour cette interview. Merci.